Salut à tous et bienvenue dans la vidéo de la programmation parallèle avec MPI. Moi c'est Bamangakova, matricule 17A238FS. Ici dans cette vidéo, nous allons présenter trois programmes parallèles en C qui incluent MPI. Donc le premier programme consiste à afficher le message LOA et le second consiste à calculer le produit de deux matrices. Et enfin le troisième et dernier code permet de calculer la somme des cinq nombres d'un tableau d'entiers en utilisant le principe maître et esclave. Alors, sans toutefois s'attarder, nous allons commencer par présenter le premier code qui est celle du Hello World. Tout d'abord, on commence par importer les bibliothèques qui sont la bibliothèque studio.h et la bibliothèque MPI. Studio.h contient un certain nombre de fonctions telles que la fonction print, scan, etc. Et la bibliothèque MPI qui est indispensable pour toutes les fonctions MPI. À l'intérieur de la fonction main, on commence par initialiser l'environnement MPI avec la fonction MPI init qui prend en paramètre deux arguments. Une fois l'environnement MPI initialisé, on dispose d'un ensemble de processus actifs et d'un espace de communication au sein duquel on va pouvoir effectuer des opérations MPI. Le couple formé par processus actif et espace de communication est appelé communicateur. Le communicateur par défaut de MPI est MPI comme Word, qui est ceci. Et ce communicateur comprend tous les processus actifs. Il est initialisé lors de l'appel à la fonction MPI init et est désactivé par l'appel à la fonction MPI finalize qui permet de désactiver l'environnement MPI initialisé. Tout code MPI, il est à noter que tout code MPI doit être compris entre MPI init et MPI finalize. Maintenant, on cherche à connaître le nombre de processus actifs. On va chercher à connaître le nombre de processus actifs en utilisant la fonction MPI comme size qui prend en paramètre en argument deux paramètres. Donc l'un est un communicateur par défaut de MPI et l'autre est une variable qui permet de sauvegarder le nombre de processus actifs de cette variable. C'est pourquoi on utilise la variable word size qui est initialisée précédemment. Après avoir trouvé le nombre de processus actifs, on va donc chercher à trouver également le rang de chaque processus. Ce rang peut être trouvé en utilisant la fonction MPI comme rank qui elle aussi prend en paramètre deux arguments dont l'un est le communicateur par défaut de MPI et l'autre une variable permettant de sauvegarder le rang de chaque processus. Voilà. Cette partie nous permet de trouver le nom de chaque processeur. En utilisant quoi? En déclarant tout d'abord une chaîne de caractères qui va contenir le nom de ce processus et en utilisant également la fonction MPI get processor name qui elle aussi prend en paramètre deux arguments dont l'un est une chaîne de caractères dont l'un est processor name, le nom du processus, et l'autre la variable qui va contenir ce nom.
Après avoir eu ces trois informations, maintenant nous allons chercher à afficher le message Hello World tout simplement en utilisant la fonction print qui permet d'afficher un message sur le texte. Le message que doit afficher qu'on doit chercher à afficher est Hello World from processor qui donne le numéro de processus et le rang de processus. Une fois affiché une fois affiché cette information, alors nous allons désactiver l'environnement MPI qui a été initialisé au début, puisque ce bout de code va nous permettre d'afficher le message Hello World. Alors, maintenant nous allons tester ce code pour voir si cela fonctionne réellement ou pas. Pour tester, nous allons d'abord lancer l'emboot. Une fois lancé l'emboot, nous allons compiler le code en utilisant la commande mpi cc espace de 6 ou espace nom du fichier qui est hw espace programme c hw.c. Attendez, c'est comme s'il y a une erreur. On me dit que MPI CC n'est pas lancé. Voilà. Essayons d'abord de lister les processus, les programmes qui sont disponibles dans le répertoire pour vérifier s'il y a réellement le code hw.c. Voilà. Maintenant, nous allons lancer MPICC et HW pour vérifier. Voilà. Une fois compilé, on va donc exécuter ce code en utilisant la commande mpi round nom du fichier .c pour vérifier ce que ça donne. Et là, on me dit qu'il y a une erreur. Attends, d'abord mpi round espace hw. Voilà. Voilà, on voit que le message Hello World est bien et bel affiché sur l'écran. Cela prouve que le programme 1 ou le code 1 exécute parfaitement. Alors, sans toutefois perdre le temps encore, on va passer maintenant au deuxième code qui consiste à calculer le produit de deux matrices. Voilà. Comme précédemment, on commence par importer les différentes bibliothèques nécessaires pour le programme. Dans notre cas, on a trois bibliothèques qui sont studio.h, stlib.h et la bibliothèque MPI. Après ces importations, on entre dans la fonction main. Et à l'intérieur de cette fonction, on commence d'abord par déclarer toutes les variables nécessaires pour l'utilisation de ce code. Tout d'abord, on va commencer par déclarer les variables i, j, k, x et c qui vont nous permettre de mieux gérer les boucles pour. Ensuite, on déclare les trois matrices A, B et C, dont C va contenir le produit de deux matrices A et B calculées. Et C va nous contenir le produit de deux matrices calculées. Et quant à la variable
MyRank, elle va contenir le rang d'un processus. P est une variable qui va contenir également le numéro du processus. La variable NRPE est une variable qui va permettre de stocker le nombre d'éléments par processus. C'est pourquoi nous avons ici affecté à cette variable la valeur de ms qui est le nombre de lignes ou de colonnes qu'on a défini en haut. Cet nombre est une constante fixée à 2. Alors la variable NRPE, nombre de lignes par processus, nombre d'éléments par processus, va donc prendre la valeur 2 divisé par nombre de processus. Voilà. Ici, on vérifie si on est dans le processus racine. Alors, on entre les données de la matrice A et celles de la matrice B. Ensuite, ces données sont entrées de manière aléatoire en utilisant cette partie de fonction. La première boucle permet de parcourir le nombre de lignes et la seconde boucle parcourt le nombre de colonnes. Cette instruction, matrice A, IJ, on affecte rang modulo 10. En fait, c'est pour permettre d'entrer automatiquement de manière aléatoire les éléments de la matrice A. Et ces éléments seront compris entre 0 et 9, puisqu'on renvoie le reste de la division euclidienne de ce nombre aléatoire par 10. Et la deuxième boucle nous permet d'afficher les éléments de la matrice A. On voit aussi la partie ci, la partie est sélectionnée, et une partie qui va également nous permettre d'entrer les éléments de la matrice, entrer et afficher les éléments de la matrice B. Une fois que ces éléments sont entrés, alors le processus racine va donc utiliser la fonction MPI broadcast pour envoyer la matrice B, les données de la matrice B à tous les autres processus. La fonction MPI broadcast a généralement 6 arguments en paramètres, dont le premier contient la valeur émise ou l'élément envoyé. Le second contient la taille de cet élément qui est ms fois ms. Troisième spécifie le type de l'élément envoyé. Le quatrième spécifie le rang ou effectivement le rang du processus racine qui envoie ces données. Et là, MPI comme Word est le communicateur par défaut. Le sixième paramètre est facultatif. Ce sixième paramètre est juste le code d'erreur à afficher en cas d'erreur. Après l'envoi de ces données, alors on affiche le message matrice B by process numéro de rang de ce processus. Une fois affiché ceci, alors on va envoyer chaque ligne de la matrice A à tous les éléments à tous les autres processus en utilisant la commande en utilisant la fonction MPI send qui elle aussi prend en paramètre 6 arguments. Donc
6 arguments dont MPISN qui prend en paramètre 6 arguments dont on a la valeur où l'élément est émis, la taille de cet élément qui est ms fois nombre d'éléments par processus. On a également le type d'élément émis ou envoyé, le numéro ou le rang, en fait, le rang du processeur et du processus émetteur. On a aussi le rang du processus émetteur également. On a MPI comme qui est le communicateur par défaut. Et ici, on voit qu'on a ignoré le 6e paramètre qui est code d'erreur. Après l'envoi de cette donnée, on doit alors programmer une fonction de réception qui est la fonction MPI receive, qui elle aussi prend en paramètre 6 variables dont 6 arguments dont l'un est facultatif. Les 5 arguments obligatoires sont la valeur émise ou élément à envoyer, la taille de cet élément, le type de l'élément envoyé, le rang du processeur émettrice, le rang ou le code de réception et le communicateur par défaut, et enfin le statut de la réception. Une fois ces données envoyées, alors on doit effectuer la multiplication de ces matrices juste en utilisant le code C qu'on voit, en utilisant 3 boucles imbriquées dont la première boucle permet de parcourir les lignes, la seconde boucle parcourt les colonnes et la troisième boucle permet de stocker le résultat du produit de chaque ligne et colonne. Une fois que le calcul de ce produit terminé, alors le processus racine va donc afficher la matrice C qui contient le produit de la matrice A multiplié par B. Et cet affichage est fait grâce aux deux boucles imbriquées dont la première parcourt les lignes et la seconde parcourt les colonnes. L'affichage est effectué en utilisant la fonction print qui va donc nous permettre d'afficher d'afficher le message ou d'afficher les éléments de la matrice C au tableau. Une fois que cette matrice est affichée, alors nous allons afficher également le temps de calcul effectué pour l'exécution de cette tâche. Après le temps de calcul, alors on désactive l'environnement MPI qui a été initialisé tout au début de cette code. Maintenant, essayons de compiler pour voir si le code fonctionne réellement ou pas. Le nom du fichier est matrix. Alors, on doit d'abord compiler pour voir MPI avec MPI-CC espace tiré de 6 ou le nom du fichier qui est matrix et le fichier .c matrix.c. Une fois que ceci a été compilé, alors nous allons exécuter pour voir ce que ça donne.
Après l'exécution, on constate que on a premièrement la matrice A qui est 3, 7, 6, 5, la matrice B 3, 6, 5, 2, processus 0 qui est le processus racine qui copie les données de la matrice A et renvoie le résultat qui est la matrice C qui contient le produit de ces deux matrices précédentes qui sont A et B. Comme produit, on voit on a 45, 51 et 27, 45 comme résultat. Cela prouve que notre code fonctionne bien et bien. Et ce code a été exécuté en 1 sur 10 000 millisecondes. 1 sur 10 000 secondes en fait. Alors maintenant nous allons passer au troisième code qui est la somme des éléments d'un tableau. Plus précisément la somme des 5 éléments d'un tableau. Voici donc le troisième et dernier programme qui permet de faire la somme des 5 éléments d'un tableau en utilisant le principe maître-esclave. Comme précédemment, on commence d'abord par importer les bibliothèques nécessaires. Ici, on a donc 5 bibliothèques. On a d'abord la bibliothèque studio.h, la bibliothèque stlib.h, la bibliothèque time.h qui permet de gérer le temps, la bibliothèque MPI qui permet de gérer les fonctions MPI et la bibliothèque ASER qui permet d'affirmer. Ici, à l'extérieur de la fonction de la fonction main, on a créé deux fonctions qui vont nous permettre premièrement de créer un tableau de nombres aléatoires. Bon, en fait, un tableau d'entiers que l'utilisateur doit saisir. Et deuxièmement, la fonction somme qui va nous permettre de calculer la somme des éléments d'un tableau et qui prend en entrée deux arguments, deux paramètres qui sont un tableau et la taille de ce tableau. Après la définition de ces deux fonctions, on définit alors la fonction main qui est la partie exécutable d'un code C. Dans la fonction main, naturellement, on commence par définir ou par initialiser l'environnement MPI avec MPI init. Une fois initialisé, on cherche le nombre de processus actifs et le rang de chaque processus actif. Toutes ces deux informations, on l'obtient en utilisant MPI comme rang pour trouver le rang d'un processus actif et MPI comme size pour trouver la taille de chaque processus actif. Et ces fonctions prennent en paramètre MPI comme word qui est le communicateur de MPI par défaut et les variables permettant de stocker le rang et la taille de chaque processus. Après avoir initialisé l'environnement MPI, on doit alors créer un tableau d'éléments sur le processus racine. Son total de taille sera le nombre d'éléments par processus multiplié par le nombre de processus. C'est pourquoi ici on écrit la fonction, l'instruction if word rank égale à 0, c'est pour tester si on est dans le processus racine. Si réellement on est dans le processus racine, alors on crée un tableau d'éléments sur le processus racine en utilisant la fonction, en faisant appel à la fonction createTable
qui est définie en dehors de la partie main. Une fois le tableau d'éléments créé, alors pour chaque processus créé, pour chaque processus, on crée un tableau tampon qui contiendra un sous-ensemble de l'élément du tableau créé précédemment. C'est-à-dire, comme on utilise le principe maître-esclave, le processus maître crée un tableau d'éléments, un tableau d'entier, envoie les données ou bien répartir, il divise ce tableau par nombre de processus esclaves. Une fois divisé ce tableau, alors il envoie ces données ou bien ces sous-ensembles de tableaux à chaque processus esclave qui va à son tour calculer la somme partielle de sous-tableaux ou sous-ensembles de ces tableaux et renvoie le résultat au processus racine ou processus maître qui à son tour va alors faire la somme partielle de chaque la somme partielle qu'il a reçue de chaque processus esclave pour enfin afficher la somme totale au tableau. Maintenant, après avoir créé le tableau d'éléments sur le processus racine, on crée un tableau tampon qui contiendra un sous-ensemble de tableaux de chaque processus esclave. Alors, ces sous-ensembles on crée avec la commande ceci en allouant ou en réservant un tableau d'entier en utilisant la fonction malloc. Une fois le sous-ensemble créé, alors on va disperser le nombre on va disperser le tableau divisé par et on va disperser le nombre du processus racine vers tous les processus MPI qui sont les processus esclaves en utilisant la fonction MPI scatter qui a pour rôle en utilisant la fonction MPI scatter qui a pour rôle d'envoyer des données différentes à des processus différents. Cette fonction prend en paramètre 6 arguments dont le premier est la valeur émise ou la valeur émise ou la valeur envoyée. Ici, on a tabSum qui est la valeur envoyée. Après, la taille de l'élément est le nombre d'éléments par processus. Le type d'élément envoyé qui est int. En plus de cela, on a alors la valeur reçue, la valeur à recevoir par le processus esclave qui est tabSum partiel, qui est un tableau de somme partielle qui a pour taille 2 et de type int et le rang du processus racine qui est 0, le rang du processus émetteur et enfin on met le communicateur par défaut de MPI. Après avoir envoyé dispersé ces données au processus esclave, alors nous allons calculer la somme de chaque sous-ensemble juste en faisant l'appel à la fonction somme décrit précédemment ou définie en haut. Ici, on va donc créer un tableau de somme partielle qui est int et qui est tabSum partielle et à cet tableau, on va faire l'appel à la fonction somme qui nous permet de renvoyer
la somme des éléments d'un tableau calculé. Et après le calcul de la somme partielle, maintenant on va donc rassembler toutes les sommes calculées par chaque processus esclave. Cet rassemblage va donc faire premièrement en vérifiant si on est dans le processus maître ou racine. Si tel est le cas, alors on va utiliser la fonction MPI getter qui a pour rôle de renvoyer les données des processus esclaves vers le processus maître ou processus racine. C'est pourquoi on utilise la fonction MPI getter qui elle aussi a 6 arguments en paramètres. Donc le premier est la valeur émise. Le deuxième paramètre est la taille du fichier émis. Le troisième est le type. Le quatrième est la valeur à recevoir. Le cinquième est la taille de cette valeur. Le sixième est le type de cette valeur. Et après la taille, on a le type. Et après le type, on a le rang du processeur, le rang du processus maître qui est 0 ici. Et enfin, le communicateur par défaut de MPI. Après avoir rassemblé ces données au processus racine, le processus racine va donc maintenant calculer la somme, doit donc faire la somme de ces éléments qu'il a reçus et enfin afficher cette somme au tableau. Et le calcul de cette somme va simplement faire en faisant appel à la fonction somme qui prend en paramètre tab somme et la taille de cette tableau qui est word size. Après le calcul de cette somme, le processus maître ou le processus racine va donc afficher cette somme au tableau en utilisant la fonction print qui affiche la somme des éléments d'un tableau et qui affecte cette somme et qui affiche cette somme au tableau. Après avoir affiché cette somme, on constate que en utilisant les fonctions MPI scatter et MPI getter, il peut y avoir des erreurs, des problèmes comme le problème des sémaphores. Et pour éviter ce problème, alors on va donc mettre une barrière après chaque envoi. Cette barrière va donc nous permettre de confirmer si les données envoyées sont reçues afin d'envoyer un autre ou les autres données. Et on utilise cette barrière en faisant appel à la somme à la fonction MPI barrière qui prend en paramètre le communicateur par défaut de MPI. Et après cette barrière, on va donc fermer ou désactiver l'environnement MPI initialisé. Là, je crois qu'on a tout expliqué pour le code somme qui permet de faire la somme des éléments d'un tableau en utilisant le principe maître esclave. Et ce qu'il nous reste à faire est de tester si cette code fonctionne correctement ou pas. Et pour tester ce code, on va procéder comme les deux autres codes précédemment en compilant d'abord le code avec MPICC espace -6 au nom du fichier qui est somme, nom du fichier qui est
somme et son extension somme.c. Après avoir compilé, on va donc exécuter avec MPI round somme. Voilà. Dans l'exécution de ce tableau, on constate que ce programme demande d'entrer les éléments du tableau. Comme on a fixé le nombre 5, comme on a 5 éléments du tableau, alors je tape premièrement 7, 8, 5, 7, 8. Après 7, on a 859. Après 859, je tape 5. Après 5, je tape 2. Après 2, je tape 3. Et voilà, le programme nous affiche sur l'écran la somme de cet élément. La somme des éléments de ce tableau qui est donc 876. Voilà, on constate que nos 3 programmes fonctionnent correctement. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.